Tu n'arrêtes jamais de contempler le feu? Je tente de percer son mystère. Il m'intrigue ce feu tellement il se contredit. Il est à la fois l'intime et l'universel, le bien et le mal, la sexualité et la pureté. Il brille au paradis et brûle en enfer. Tu ne peux y toucher, mais il te fascine. Tu veux toujours en savoir plus. Quel incontournable désir. Ah, le complexe de Prométhée, ce feu sacré de la connaissance ne se lasse jamais de nous attiser. Comme le dit Bachelard, toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos pères, autant que nos maîtres, plus que nos maîtres. C'est après tout le complexe d'éthique de la vie intellectuelle. Dis-leur de me brûler quand je meurs, que je me fasse brûler. Dis donc, on décèle chez toi des tendances incendiaires. Tu me rappelles le complexe d'Empédocle. C'est celui qui s'est jeté dans la flamme de l'Etna, la légende le dit. C'est le feu de la destruction qui naît, aime et meurt. Quelle figure anéantissante et ambivalente quand la destruction n'est que renouvellement, telle l'image du phénix. À ton avis, comment les premiers hommes ont pu penser le procédé du feu? Cette question m'est déjà venue à l'esprit et en fait, le procédé objectif du feu s'explique ainsi. Sa reproduction évoque l'intimité des amants. Elle devient alors un procédé qui enthousiasme les hommes primitifs autant que l'acte sexuel. Et la fin dans les deux cas est le bonheur, même s'il faut connaître la souffrance dans les deux cas. Donc, derrière l'utilité du feu est dissimulé un côté plus agréable, celui de la sexualité et du rêve de fécondité. D'ailleurs, la poésie d'un certain Novalis est devenue le lieu où s'éclate la primitivité du feu et de l'amour à travers le frottement. D'où le complexe de Novalis qui est une impulsion vers le feu provoquée par le frottement, le besoin d'une chaleur partagée. Et la sensation devient l'ultime besoin. Mon Dieu, tout cela est très choquant à savoir, mais pas moins fascinant. Je conclus de tes propos que le feu a une valeur subtile, donc me semble-t-il assez sexuelle. Exactement, tu n'es pas loin. Bachelard parlait en effet du feu sexualisé. En allumant le feu d'ailleurs, n'as-tu jamais ressenti son ardeur? Et plus forte soit-elle, plus fortement devenait la projection de ton amour et de ton désir sur lui? Pas vraiment. Peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde. En plus, Bachelard mentionne Fabre, selon qui le feu est plutôt mal, ce qui pourrait expliquer pourquoi tu ne ressens pas ce que je décris. C'est que le feu est associé à des qualités de force et de virilité. Peut-être, comme il l'affirme aussi, avec un petit breuvage alcoolique, tu pourras expérimenter tout cela. Non merci. Je suis toujours mieux quand je peux entièrement contrôler mes pensées et mes actes. Comme tu veux. En tout cas, Bachelard trouve cette pensée absolument absurde. Pour lui, les alchimistes qui posent ces théories sont des hommes sans forme, au désir refoulé, ce qui les mène à fantasmer toute cette dominance de l'homme sur la femme. Et à doter l'homme, ou dirais-je plutôt le surhomme, d'un surfeu qui peut posséder les corps par l'intérieur, par le dedans. Mon Dieu, lancez-leur de l'eau bénite. Attends, ce n'est pas tout. Après tout ce feu et tout ce désir, il faut que la flamme aboutisse, il faut que le feu s'achève et que le destin s'accomplisse. Et dès lors, ce que le feu a désiré, aimé, ce que le feu a caressé, aimé, adoré, a gagné des souvenirs et perdu l'innocence. Tout cela me paraît convaincant. Je suis persuadée, mais je préfère de loin croire en la pureté du feu. Tu sais qu'au Moyen-Âge, on brûlait les sorcières accusées de sorcellerie, sous prétexte de les purifier. À part la visée théologique, le feu détruit les odeurs puantes. Il est aussi utile à l'agriculture. Il détruit l'herbe inutile et enrichit la terre. Mais la véritable idéalisation du feu trouve son essence dans une symbiose entre feu et lumière. Le feu pureté, c'est celui qui rayonne sans brûler. Il y a une sorte d'illumination, de transcendance, de passage de la lumière terrestre à la lumière céleste. On part toujours bien du feu, n'est-ce pas? Tu es toujours dans ton monde céleste, toi. Ah, j'ai oublié de t'offrir du vin. Puis-je t'en servir? Ah, l'alcool. Cette eau de vie, tout comme le feu, enflamme elle aussi les sens et les objets. Même en petite quantité, il reste le plus fort des aliments. Alors non merci, pas de vin pour moi. Surtout que l'alliance du feu et de l'alcool donne l'allure d'une fête, mais conduit le plus souvent à un pessimisme macabre. Dans les œuvres d'Hoffmann, le punch est un prétexte dans les fêtes, et l'ivresse est un thème récurrent. D'ailleurs, l'auteur lui-même puisait son génie dans cette boisson, tout comme Poe. Toutefois, l'alcool de Poe, associé à l'eau, est celui qui est dans l'oubli et la mort, alors que celui d'Hoffmann est associé au feu, c'est celui qui flambe et qui, transmettant sa combustibilité, peut consumer le corps vivant de l'intérieur. Quelle ambiguïté plane au-dessus de ce feu. Il unit la matière et l'esprit, le vice et la vertu.
Et tout cela parce que le feu est en nous et hors de nous, invisible et éclatant, esprit et fumée.